On va avoir le plaisir d'accueillir maintenant Jérôme Ange-Albert. Oui, Jérôme Ange-Albert, voilà. Donc, qui est directeur de recherche à l'INRA et qui va nous parler d'un projet qui s'appelle Mobidiv. Et Jérôme Ange-Albert, je vous donne tout le matériel pour être en autonomie. Et donc, il va nous parler de mélange de variétés et d'espèces dans une logique d'agriculture sans pesticides. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci à Anne et Carole pour l'invitation. Et donc je vais vous parler mélange de variétés, mélange d'espèces, et notamment dans le cadre du projet Mobidiv, mais pas que, et en essayant de vous montrer comment ça peut contribuer à la transition agroécologique. Alors je suis ingénieur agro, j'ai fait aussi la fac avant, je suis déjà un mélange moi-même, et j'ai fait un oral ici, un oral pour rentrer à l'école de Rennes, je me rappelle être venu dans ces locaux. Je travaille actuellement dans l'équipe DEAP, donc, qui est dans l'UMR Génétique, Quantitative et Évolution au Moulon, au sud de Paris, une petite équipe, et on s'intéresse à l'utilisation de la biodiversité cultivée pour l'agroécologie et aussi pour l'agriculture biologique, qui est une sorte de prototype de l'agroécologie. On est 4 permanents et pas mal d'étudiants, et certains étudiants viennent de chez vous. Donc je vous présente rapidement le projet Mobidiv. Donc c'est un projet du programme prioritaire de recherche cultiver, protéger autrement. Donc, et donc le but, c'est d'utiliser les mélanges variétaux pour se projeter dans une agriculture sans pesticides. Je coordonne le projet avec Aline Fugeret-Scarbel. Je n'ai pas dit que j'étais généticien des populations. Elle est économiste à Gaël, à Grenoble. Le principe donc, de Mobidiv, c'est de mobiliser la diversité à l'intérieur de la parcelle. En mélange de variétés, en mélange d'espèces, on explore un gradient. Est-ce qu'on voit? On explore un gradient de diversité, donc des variétés pures jusqu'à des mélanges assez complexes, et on regarde comment on régule les bioagresseurs. Donc l'objectif, c'est de créer des méthodes et des méthodes et des outils pour sélectionner, assembler les variétés. Et on travaille sur quelques espèces. On travaille sur le blé, qui est peut-être pas l'espèce la plus agroécologique, mais c'est une espèce majeure en termes d'utilisation de pesticides. On travaille sur le pois, qui est une bonne plante partenaire, une légumineuse, et puis aussi sur les plantes fourragères, donc avec une grande diversité, là, des avantages nets pour la biodiversité associée aux parcelles. C'est un consortium assez important. On est 20 partenaires à l'intérieur du projet. Il est interdisciplinaire, on a de nombreuses disciplines que je ne vais pas lister, et on a 5 grands volets. On étudie la dynamique de diversification au niveau du paysage français. On creuse évidemment les interactions plante-plante pour comprendre comment ces interactions régulent les bioagresseurs. On s'intéresse aux méthodes de sélection, et c'est un peu le cœur de mon topo aujourd'hui. Et on a enfin un certain nombre de travaux, plutôt en sciences humaines et sociales, sur les outils et les politiques pour développer les mélanges de variétés au niveau français et international. Donc mon topo, c'est une intro un peu générale sur la diversité cultivée et son évolution. Et ensuite, on va parler mélange variétal, mélange d'espèces, et je vais avoir une conclusion assez rapide. Donc, évolution de la diversité cultivée, ça, c'est un peu caricatural. C'est juste pour dire que l'agriculture industrialisée, elle passe par des simplifications, des uniformisations et une mécanisation, une intensification. Et ça a quand même des vertus indéniable. Alors là, je dis juste qu'on a quelques espèces qui dominent au niveau mondial en termes d'alimentation dans les systèmes alimentaires mondiaux, mais ça a des vertus de progression des rendements sur les dernières décennies. Et donc on a vraiment augmenté les rendements de nombreuses espèces par ces homogénéisations et par les travaux de génétique qu'il y a eu associés. Le problème, c'est qu'on arrive à des plateaux, des stagnations. Dans ces stagnations-là, si on s'intéresse à la stagnation du blé en France, on sait qu'il y a le changement climatique qui est très important. On a aussi des problèmes avec les simplifications de rotation. Et on a des niveaux de maladies qui sont liés à ça. Et puis on a aussi des baisses d'utilisation d'intrants qui sont associées à ces stabilisations-là. Donc, un problème potentiel lié à l'homogénéisation des parcelles et des territoires. Là, c'est une image d'un champ autour de vous. Généralement, quand vous regardez une parcelle, vous allez voir quelque chose de très homogène parce que vous avez une variété à l'intérieur une espèce à l'intérieur de la parcelle, une variété, et donc il n'y a pas de diversité génétique à l'intérieur de nos parcelles.
Et ça, c'est dans le système de création variétale et donc on est dans une forme de verrou, c'est-à-dire qu'on sélectionne pour la valeur en pur, on évalue les variétés dans des dispositifs en pur et ensuite on respecte des standards de marché qui sont sur la variété pure. Donc on a un système qui est centré sur la variété pure et tous les systèmes de production de connaissances et de conseils sont focalisés sur l'homogénéité à l'intérieur de la parcelle. Un autre point important, on en a parlé, de diversification et d'utilisation de différentes espèces mineures, eh bien, on a un système de recherche par royalties qui favorise l'investissement sur les espèces les plus représentatives sur le paysage parce qu'on a un retour d'investissement plus important. Donc tout ça, ça amène à concentrer les efforts de recherche sur des purs et des variétés qui sont prépondérantes sur le paysage. On a vu que cette intensification posait des problèmes au niveau pesticides. Vous avez ici un article intéressant de collègues de l'INRA qui montre qu'on a même une évaluation très très partielle des coûts des pesticides, mais que ces coûts sont très élevés et qu'il faut vraiment en tenir compte. Donc on a une nécessité de faire une transition agroécologique. On a parlé aussi des problèmes de changement climatique et il y a un certain nombre de revues qui montrent les intérêts de la diversification à différentes échelles. Donc là, je prends cet article de Belloin et collaborateurs et qui montre qu'on a dans ces leviers, on part du plus simple, c'est le mélange variétal, on va en parler, le mélange d'espèces et puis ensuite des couvertures permanentes ou pas, des rotations et de l'agroforesterie. Et vous voyez que les avantages en termes de, là c'est la biodiversité qui est préservée dans le système et la productivité, vous voyez que vous avez des avantages croissants avec des systèmes qui sont, l'agroforesterie c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Donc ça c'est quelque chose qu'on a étudié dans une autre étude donc, qui est une expertise collective INRAE, pilotée par des collègues dont Aude Vialat. Et on a pu montrer dans le même sens les mêmes classifications d'effets. L'agroforesterie est très vertueuse, mais par contre, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Et les mélanges de variétés, qui sont des assemblages assez simples, sont des choses beaucoup plus simples à mettre en place. Et donc, il faut tenir aussi compte de la facilité qu'on a d'implémenter ces différentes solutions. Donc, on pourra y revenir par la suite. Et le dernier éclairage que je veux donner sur cette diversification-là, c'est une étude que j'aime beaucoup de Renard et Tillman, qui ont fait une méta-analyse au niveau des productions mondiales à l'échelle des pays. Donc là, on a 50 ans de production donc sur des statistiques FAO, 160 espèces qui sont regardées, et puis 91 nations qui ont été regardées. Et ils s'intéressent à la stabilité des productions de ces différents pays. Et ce qu'on voit, c'est que le principal facteur de stabilisation des productions, c'est la diversité des espèces cultivées dans un pays, avant l'irrigation, avant l'utilisation d'azote dans les systèmes. Et puis après, vous avez à l'opposé l'importance de l'instabilité des précipitations ou de la température sur l'effet de la stabilité. Donc ça, ce sont des points importants. La diversité, c'est quelque chose qui compte pour stabiliser les productions. Et ça se comprend assez bien. Donc le premier levier, faible quelque part, mais le plus simple à implémenter, c'est le mélange variétal, c'est-à-dire au lieu de cultiver une variété dans la parcelle, on mélange des variétés. Et ça, c'est quelque chose qui est étudié depuis assez longtemps, notamment par les phytopathologistes. Et ici, vous avez Martin Wolf qui a défendu cette pratique et l'a étudiée tout au long de sa vie. Et ça, c'est une slide que je lui ai emprunté et on voit une success story. On a assez peu d'utilisation des mélanges variétaux à des grandes échelles au niveau mondial, mais il y a celle-là, donc en ex-Allemagne de l'Est, où sur orge, on a fait des mélanges variétaux qui ont cru à quasiment 100% du paysage. Et ici, vous avez la chute de l'oïdium sur la culture et puis la diminution des utilisations des fongicides. Donc on a quelques succès de ces mélanges en termes d'utilisation à des grandes échelles. Il y a le riz aussi en Chine qui a été utilisé dans les mêmes circonstances. Donc peu de succès quand même, globalement, dans l'histoire de l'agriculture. Mais ce qu'on voit de manière intéressante en France, c'est que les mélanges variétaux chez le blé tendre progressent très vite. On était dans les années 2010 à quasiment zéro. Et là, on est, donc là les stats de ce graphe ne sont pas à jour, mais on est à 20%, 19,5% actuellement de mélanges variétaux en blé tendre cultivés en France. Donc c'est une progression très très forte, c'est plus fort que la variété la plus cultivée au niveau français qui est aux alentours des 15%.
Et c'est pas que en France que ça se passe. Vous avez des, alors déjà, il y a une disparité au niveau français. Et les départements de l'Ouest peuvent monter à 40% dans un département. Et au niveau Danemark, ils sont à 40% au niveau du pays cette année. Et ça progresse aussi en Angleterre pour le blé tendre. Donc c'est une pratique qui est en train de se diffuser. Et je ne rentre pas dans les détails, mais en France, elle diffuse parce que les agriculteurs ont été moteurs de cette utilisation-là. Au démarrage, le conseil agricole n'était pas à leur côté. Maintenant, ils s'intéressent à la question. Un avantage qui a été très documenté, c'est le contrôle des maladies, la meilleure résilience, la meilleure résistance aux maladies. Et donc, il y a des phénomènes de dilution de l'inoculum entre résistantes et sensibles, de prémunition, une espèce de vaccination en fait, qui est possible dans un dispositif avec de la diversité. Et puis, vous avez des effets de sélection. Une variété très homogène sélectionne la souche la plus agressive, alors qu'un mélange ne va pas sélectionner la plus agressive, il va préserver une diversité de souches qui vont être moins agressives sur le peuplement. Et tout ça contribue à un bon contrôle des maladies. Qu'est-ce que ça donne en termes de production, un mélange variétal? En fait, c'est un gain qui est assez marginal. Là, on a fait une méta-analyse avec Julie Borg sur cet avantage-là. On parle d'over-yielding. En fait, c'est le pourcentage d'avantage qu'on a à cultiver en mélange par rapport à cultiver en parallèle en pur. Donc si vous êtes à 20%, bah, ça veut dire que vous faites 20% de rendement en plus que si vous aviez cultivé en parallèle les variétés. Et donc vous voyez que dans les 2/3 des cas, on est plutôt en situation positive, on produit plus. C'est de l'ordre de 2-3% l'avantage en rendement. C'est assez faible, mais c'est ce qu'on demande pour des inscriptions au catalogue pour des nouvelles variétés, donc c'est quand même pas nul. Mais il y a une très forte variance, et en fait, il faut expliquer cette forte variance-là, parce qu'on peut être dans des situations très favorables et des situations très défavorables. Donc ça pose plein de questions. Comment on fait des mélanges? Qu'est-ce qu'on assemble? Est-ce qu'il faut des diversités pour certains traits, ou au contraire des homogénéités? Ça a été discuté dans certains papiers. Et puis ça pose un problème d'assemblage, de combinatoire, et notamment en sélection. C'est-à-dire que c'est déjà compliqué, on l'a vu, de produire des variétés, mais là, il faut non seulement produire des variétés, mais ensuite les assembler. Et donc il y a une combinatoire qui est assez infernale et qui pose problème dans les filières. Donc il y a deux stratégies, je vais parler de 2 stratégies, même de 3 stratégies pour aborder ce problème de combinatoire. Le premier, c'est de faire de la modélisation, de ne plus mettre les plantes enfin, il faut mettre les plantes dans les champs, mais il faut aller dans les champs, il faut mettre des bottes, mais on peut aussi essayer de prédire un petit peu ce qui se passe. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la thèse de Christophe Le Carpentier et d'Emmanuel Blanc. On a développé un modèle qui simule le talage du blé et qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des mélanges variétaux. Et on a réussi comme ça à dessiner des idéotypes et à comprendre des interactions entre variétés en fonction de leur dimension foliaire ou de leur capacité de talage. Ça, c'est des modèles écophysiologiques assez lourds. Et on peut aussi avoir des modèles beaucoup plus simples pour faire de la génétique. Je ne rentre pas dans le détail, mais on a un deuxième modèle qui est utile pour coupler ces outils de modélisation avec de la génétique quantitative. Et je fais des petites slides comme ça, métier, pour dire, ben, là, si vous êtes parti sur ces thématiques-là, si vous faites une thèse sur ces sujets-là, eh ben, vous avez des compétences en modélisation, en écophysiologie, et ça peut être très utile, à la fois pour du conseil, pour développer des outils d'aide à la décision, et puis c'est très, très demandé, je pense, dans l'assurance, la finance, peut-être pas toujours pour des bonnes raisons, mais pour faire de l'analyse et de la prédiction des productions agricoles. On a parlé d'écophysiologie, on s'aperçoit qu'en fait les plantes interagissent entre elles, communiquent entre elles, et ça c'est quelque chose qui n'est généralement pas dans les modèles écophysiologiques. Et ça, je cite là les travaux de collègues de FIM à Montpellier, qui ont montré différentes voies de communication. Il y a des composés organiques volatiles, il y a la qualité de la lumière, il y a par l'intermédiaire des racines, il y a aussi beaucoup de signaux qui passent. Et en fait, ce qu'ils ont montré à Montpellier, c'est que les voisins modulent la défense immunitaire d'une plante. Et quelquefois, c'est bénéfique, c'est-à-dire que vous allez être plus résistant à une maladie, mais quelquefois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre voisin vous affaiblit par rapport aux maladies. Et donc, c'est très important de comprendre ces phénomènes de communication entre plantes parce que ça peut jouer sur la résistance aux maladies. Je vais revenir sur un exemple à ce sujet-là.
La deuxième stratégie, c'est la stratégie de la génétique quantitative. Et c'est une stratégie qui est inspirée de la génétique des hybrides. C'est-à-dire que pour comprendre comment faire des mélanges, on peut estimer des aptitudes au mélange des variétés. Et les aptitudes au mélange des variétés, ça se regarde en faisant des dispositifs de mélange. On va prendre un set de variétés. Ici, j'ai 5 variétés. Je les assemble en mélange binaire. Et puis, j'essaye de comprendre lesquelles produisent le plus. Et puis, je vais tirer une aptitude moyenne de la variété 1, une aptitude moyenne de la variété 2, et puis une aptitude spécifique entre les deux variétés que j'ai assemblées. Et ça, on a développé tout un tas d'outils statistiques pour travailler sur des designs incomplets, parce que ça marche bien avec 5, mais quand on a 100 ou 200 variétés, ça devient un enfer. Donc on peut faire des évaluations avec des dispositifs incomplets, avec beaucoup de trous, et puis on peut faire des mélanges à plus de 2 variétés, on peut estimer ces aptitudes au mélange sur des mélanges beaucoup plus complexes. Et donc on a des méthodes efficaces pour estimer cette aptitude à la combinaison. Et quand on a estimé ces aptitudes-là, on peut faire de la génétique d'association ou de la cartographie. Là, c'est un exemple qu'on a développé où on a estimé et observé un QTL qui est lié à cette aptitude au mélange. Donc on peut aller dans des études génétiques pour aller chercher les zones du génome qui sont impliquées dans cette aptitude au mélange. Et ça, c'est un travail de nos collègues d'AGAP, qui a un travail similaire, où sur une population recombinante, ils ont regardé la résistance de mélange à la septoriose. Et ils sont aperçus d'un phénomène assez intéressant, c'est que, en général, les mélanges sont plus résistants à la septoriose. Donc ils observent une diminution du niveau de maladie. Par contre, ils ont vu un locus où, quand on fait un mélange où on est homogène, on a le même allèle au locus, on a le niveau de résistance attendu par le mélange. Mais par contre, quand on a une diversité, on perd l'avantage du mélange et on se retrouve avec un niveau de maladie qui est le niveau de maladie qu'on avait en pur. Et donc ça veut dire qu'il y a certains locus qui, justement, par ces interactions plante-plante, changent la sensibilité aux maladies. Et donc c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Il faut avoir une vision, des fois, assez fine du mélange pour prédire son comportement. Donc là, petite pause métier, entre guillemets. Donc là, on est sur la génétique quantitative. On l'a vu ce matin à la table ronde. Il y a tout un tas d'actions, de travaux autour de la génétique quantitative avec des compétences sur la sélection. Et puis, on peut élargir à la gestion de la biodiversité cultivée. Troisième point, c'est une stratégie qu'on développe dans l'équipe, c'est des approches plus participatives. Et ça, c'est un travail qu'on a fait dans le projet Witamix avec Arnaud Goffretot, qui est agronome. Et donc, la question, ça a été de dire, on va essayer de tester avec des agriculteurs des mélanges. Et il a élargi l'exercice en faisant un exercice de co-conception de mélanges avec les agriculteurs. Et ça a commencé par une étape d'enquête. Comme les mélanges étaient déjà dans le paysage, à l'époque, on ne pensait pas que ça croisse. On a commencé en 2012-2013, donc c'était le démarrage de la croissance au niveau français. On connaissait quelques agriculteurs qui faisaient des mélanges. On leur a posé des questions sur pourquoi vous faites ces mélanges-là. Et donc le premier point, c'était réduction des intrants. On a vu l'intérêt sur le contrôle des maladies, réduction des risques en lien avec les maladies, mais aussi d'autres stress abiotiques. Et puis, le point qu'on avait pas du tout vu, ni dans la biblio, ni entre experts, c'est que les mélanges facilitent la gestion à l'échelle de l'exploitation de la sole de blé, parce qu'on va utiliser le même mélange avec plusieurs variétés à différents endroits. Et donc ça offre différents avantages, et notamment la progression des maladies est ralentie. Donc quand on fait des traitements, on a plus de temps pour rentrer dans la parcelle. Et puis d'autres critères. Donc l'impact sur la gestion, c'est vraiment quelque chose qui était très important et qu'on a découvert dans cet exercice-là. L'autre point, c'est qu'on a fait de la co-conception de mélange avec eux. Et ça, c'était un exercice aussi très intéressant. On a fait une première série d'ateliers où on a discuté avec les agriculteurs, des conseillers agricoles, pardon, et puis un ensemble de scientifiques de différentes... il y avait des phytopathologistes, des généticiens, des agronomes. Et donc on a mis en commun nos connaissances pour décider de règles d'association, de traits qu'on pouvait considérer pour faire des mélanges. À partir de ces règles, on a fait un deuxième set d'ateliers où on a discuté avec les agriculteurs, on a pris ces règles-là et on a dit qu'est-ce qu'on fait vraiment comme mélange avec vous. Et donc on a fait
des essais avec ces agriculteurs-là sur 3 années. Et là, vous avez le résultat des essais. Et c'est assez similaire à ce qu'on a pu voir dans la biblio, c'est-à-dire qu'on a 2/3 des cas où on est en overyielding, où c'est favorable, et puis on avait 2% d'avantage en termes de rendement. C'est pas énorme, mais c'est quand même positif sur l'ensemble de l'essai, avec aussi une forte disparité. On a quand même des disparités. Mais surtout, l'enseignement important avec les agriculteurs, ça a été de dire que, en fait, l'overyielding, c'est pas ce qu'ils cherchent, c'est pas la performance absolue et la meilleure possible sur leur parcelle. Par cette pratique-là, ils cherchent à sécuriser, à minimiser les risques. Et donc, un mélange variétal pour eux, c'est plus de variétés à l'intérieur de leur sol de blé, parce qu'ils ont mélangé plus de variétés que celles qu'ils auraient cultivées en parallèle. Et cette stabilité-là, c'est quelque chose qui est assez absent de l'analyse. Il y a le projet d'Arnaud Gaufretot qui est stable, qui s'intéresse à ça, et c'est vraiment quelque chose qui, dans la transition agroécologique et dans le contexte de changement climatique, devient très très important. Donc je cite simplement que derrière cet exercice-là, on a fait un petit outil qui s'appelle Optimix, qui est en ligne, et c'est aussi un exercice intéressant d'utiliser les connaissances scientifiques et d'essayer de faire des outils utiles pour les acteurs. Et donc là, je parle de cet exercice de co-conception au design avec des compétences de généticiens ou d'autres compétences. Ça amène sur de la recherche participative, du conseil, du développement agricole, et c'est aussi tout à fait passionnant. Je change maintenant, j'aborde l'aspect mélange d'espèces. Donc là, on est dans une complexification et on va avoir plus de diversité. Alors la progression des mélanges d'espèces, quelque chose de plus compliqué à faire, est plus lente au niveau français. Il y a moins de cas, mais on voit là, ici, la progression assez forte d'associations céréales légumineuses à graines en agriculture biologique. Donc c'est quelque chose qui se développe fort. Et après, ici, vous avez une synthèse, il y a de nombreuses synthèses qui vont dans ce sens-là. C'est l'intérêt en termes de production des mélanges d'espèces céréales légumineuses. Quand vous êtes sur la ligne 1, ça veut dire que vous êtes à l'équivalent des cultures pures. Et quand vous vous décalez comme ça, si vous êtes sur 1,5, vous avez gagné 50% par rapport à la production des purs en parallèle. Donc vous voyez que généralement, la moyenne est aux alentours de 20%. Donc c'est des chiffres qui sont aussi critiquables sur les manières de calculer, mais en tout cas, c'est des gains assez forts. Et une synthèse plus récente ne compare pas à la moyenne des deux productions, mais prend la meilleure production. Vous avez mélangé céréales légumineuses, vous prenez ce qui produit le plus et vous dites « je produis comment par rapport à la meilleure ?» Et ça montre qu'on perd 4%, donc pas grand-chose par rapport à la meilleure quand on fait le mélange. Par contre, on a cette productivité-là en baisse assez forte d'intrants, d'utilisation de phyto et d'utilisation de fertilisation azotée. Donc là, c'est une démonstration aussi de l'intérêt de ces systèmes-là dans des systèmes de culture bas niveau d'intrants. Donc vous avez les références. Et une question qu'on se pose dans Mobidiv, et donc ça c'est les travaux tout récents d'Élodie Yann qui fait sa thèse dans le cadre du projet chez Philippe Martin, c'est finalement ça change quoi de faire des mélanges d'espèces en termes d'utilisation des pesticides. Et grâce au réseau DEFI et des agriculteurs qui participent à ce réseau, elle a réussi à quantifier la baisse de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, et ici vous avez le total, pour le blé tendre, l'orge et puis le pois et le colza. Et vous voyez que dans 3 cas, il y a une chute très significative d'utilisation des pesticides au niveau de ces agriculteurs. Et on a quelque chose d'assez neutre ici, qui est lié à l'augmentation de l'utilisation des herbicides quand on fait des couverts associés au colza. Mais c'est le seul cas. Les autres cas sont vraiment liés à des très fortes baisses d'utilisation des pesticides. Ça, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un mélange. C'est un peu psychédélique. Je vais passer très vite. En fait, donc les écologues ont identifié les différents mécanismes en fait, d'interaction entre les plantes. Un premier mécanisme qui est l'exploration de niche. Si vous avez une espèce dans un milieu, elle explore une partie de la niche. Si vous avez plein d'espèces, ça explore toutes les niches et vous avez plus de productivité sur le milieu. L'autre point, c'est que vous pouvez avoir des synergies, des facilitations, des interactions positives entre les membres de la communauté. Et puis l'autre point que je ne vais pas détailler, c'est qu'il y a de la sélection qui peut favoriser les espèces les plus productives et tirer le rendement vers le haut.
Donc ça, c'est les grands mécanismes. Et je vous illustre là par des travaux de collègues donc d'Ecosol à Montpellier, l'intérêt, par exemple, de l'association du blé avec le pois chiche. Donc ici, vous avez en pur le phosphate accessible quand on fait du blé pur. Ici, vous avez le pois chiche en pur, et ici, vous avez l'association. Et vous voyez qu'en fait, on a gagné des deux côtés. En fait, c'est le pois chiche qui facilite l'accès, parce qu'il mobilise par acidification du milieu, mais les deux bénéficient. En fait, on a plus d'accessibilité, et donc un effet bénéfique aux deux partenaires. Et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les associations céréales légumineuses. Donc une stratégie pour étudier ça, c'est la modélisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans Mobidiv, on a deux équipes qui travaillent ces questions-là. Vous avez ici un exemple d'un papier qui montre qu'on peut dessiner des idéotypes, on peut trouver des formes variétales compatibles à l'intérieur d'associations. L'autre point, c'est la génétique quantitative. Et donc ça, c'est des choses qu'on travaille dans l'équipe. Alors, j'ai mis quelques équations, mais assez simples. C'est que, en fait, quand on travaille sur des mélanges d'espèces, on peut estimer des effets producteurs et associés. Ça, c'est dans le cadre de la thèse de Benedict Hogg au FIBOL. En fait, vous avez un poids, vous allez mesurer, vous allez trier dans la récolte le poids et l'orge. Là, c'est des expériences sur poids et orge. Vous avez une production du poids. Et puis, vous pouvez dire, sur plein de mélanges, j'ai estimé un effet moyen de production de mon poids. Et donc, j'ai en association ce poids à un effet producteur. Et inversement, je peux dire quel est l'impact de cette variété d'orge sur la production des poids qui sont associés. Est-ce qu'elle favorise ou est-ce qu'elle baisse la production du poids associé? Donc, vous pouvez le faire en symétrique. Vous estimez des effets producteurs et associés des deux espèces. Et puis, l'interaction spécifique entre le mélange que vous êtes en train de regarder. Et Benedict Hogg a fait cette expérience-là sur un dispositif incomplet avec 32 génotypes de poids et puis 8 testeurs orge. Et il a estimé ses effets producteurs. Donc ici, vous avez pour le poids l'effet associé, c'est-à-dire est-ce qu'il facilite ou pas la production d'orge. Donc c'est un rendement d'orge ici. Et ici, c'est son effet producteur, donc un effet producteur en poids. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une corrélation négative qui peut être attendue entre l'effet producteur et l'effet associé, c'est-à-dire que quand vous êtes très producteur, vous nuisez à votre voisin, et quand vous êtes peu producteur, votre voisin produit plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un petit cadran là où on est positif sur les deux côtés. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut sélectionner pour ces génotypes qui sont à la fois productifs et qui ont un effet bénéfique sur leurs partenaires, et donc sortir de cette corrélation négative. Et donc ça, c'est un ensemble de questions qu'on travaille dans Mobidiv. Là, je vous cite juste une expérimentation qui commence cette année, une grosse expérimentation, donc une GWAS, une étude de génétique d'association sur l'aptitude du blé au mélange avec le pois. Donc on a 200 génotypes qui vont être cultivés en mélange avec 2 testeurs, 2 sites, Saclay et Rennes. On travaille avec l'IGEP, Nathalie Moutier notamment, et puis 2 saisons sur lesquelles on va regarder ces performances des mélanges. On a une thèse qui démarre sur la génétique d'association et on va suivre, on en a entendu parler ce matin, on va faire du phénotypage au débit et donc on va essayer de suivre et notamment les compositions des mélanges par des méthodes de phénotypage au débit, donc avec des collègues notamment d'AgroParisTech, Jean-Marc Gilliot, et puis c'est une collaboration dans l'équipe, et donc c'est un autre étudiant qui vient faire ce travail-là, et on aura de nombreux sujets de master, donc on aura de quoi vous proposer des sujets sur cette question-là. Donc je reviens juste sur, on en a encore entendu parler ce matin, le phénotypage haut débit, c'est quelque chose qui est très très intéressant pour ces peuplements complexes, et donc ça peut être utile plus largement, sélection variétale, machinisme, et puis développement d'OAD en agriculture. J'ai encore un petit peu de temps ? Ok. Donc, en conclusion sur les évolutions des filières, on s'est projeté dans Mobidiv en disant que les mélanges de variétés pouvaient changer un peu la donne. Et donc, on est dans un système qui est un peu linéaire, avec une sélection, une distribution aux agriculteurs, et que le mélange pouvait un peu perturber cette organisation-là, et donc amener à un fonctionnement en réseau, avec
des évaluations post-inscription, des valeurs en mélange, des nouveaux métiers. Donc là, on a pointé des assembleurs de variétés d'espèces, et donc on a imaginé un Poiscal et Blérangère qui seraient des nouvelles start-up sur comment faire du conseil et comment assembler des variétés et des espèces. Le point clé pour la réduction des pesticides, c'est le déploiement de ces gènes de résistance. Donc la diversité des résistances, la diversité des espèces est très importante pour la résilience des paysages. Et il faut penser ces résistances à toutes les échelles. Je veux juste dire que une manière aussi de gérer les ressources génétiques, c'est de travailler in situ, et donc là, à la ferme. Et donc ça, on travaille, nous, en sélection participative. Et je cite juste un exemple, c'est qu'actuellement, quand on a une nouvelle émergence, une nouvelle maladie qui apparaît sur le paysage, quelque chose d'assez classique, c'est d'aller screener des banques de gènes. Et donc on va demander aux grandes organisations internationales des semences, et on les screen. Et donc ça, c'est ce qui a été fait pour la rouille noire, on en a entendu parler ce matin. La rouille noire qui était apparue donc en 99 en Ouganda, avec une souche qui contourne les résistances implantées sur toute la planète. Et ben, ça a pris 10 ans pour sortir les ressources des congélateurs des banques de gènes et les évaluer. Et sortir derrière des nouvelles variétés. Si vous imaginez un paysage dans lequel une partie de vos agriculteurs font de la sélection participative ou gèrent de la conservation in situ, vous pouvez imaginer que tous les gènes qu'il y a à l'intérieur de votre banque de gènes sont dans le paysage. Et donc s'ils sont dans le paysage, quand vous avez une maladie qui apparaît, eh ben, vous avez directement le screening qui est possible en direct au moment où il y a l'émergence, puisque la diversité est déjà déployée. C'est ce qui se passe déjà, hein, je veux dire, chez l'ensemble des sélectionneurs. Ils ont des collections en place et ils font ce screening. Mais là, ça élargit encore la possibilité de screening. Et donc, vous gagnez du temps. Et ça, cette in situ, là, cette on-farm, permet d'augmenter la résilience. Donc, avoir une complémentarité entre la sélection privée et la conservation in situ et la sélection participative, c'est quelque chose d'important. Et mon dernier point, ça sera sur la posture du chercheur, et puis la posture de l'étudiant, c'est où est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on choisit comme sujet de recherche et comment on développe ces questions de recherche. Et donc ça, c'est Laurent Hazard à Toulouse qui a développé une analyse sur la posture du chercheur, et en disant que quand on est en transition agroécologique, on a des situations indéterminées. On en a entendu parler ce matin, changement climatique, ça va très vite, on ne sait pas où on va. Et donc ça fait des questions très compliquées, et il n'y a pas de réponse simple. Et pour aborder ça, eh ben, il faut des approches interdisciplinaires, et puis il faut se positionner sur certaines questions. Et donc vous pouvez avoir des questions très disciplinaires, des questions interdisciplinaires, vous pouvez travailler dans un laboratoire, vous pouvez travailler avec des acteurs, et ça c'est un choix que vous faites, et savoir quelle est votre posture par rapport à des questions scientifiques ou par rapport à votre futur métier, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc il a développé un outil qui permet de voir si on est dans une démarche hypothético-déductive, vous avez une hypothèse, vous faites une déduction, vous l'évaluez derrière, ou si au contraire, vous êtes sur l'induction par un ensemble d'interactions, notamment des interactions avec des acteurs qui vous amènent des questions de recherche. Et donc ça, les deux postures extrêmes sont nécessaires, et c'est important de savoir où est-ce qu'on est. Donc je passe très rapidement mes conclusions, c'est qu'on a besoin de biodiversité cultivée, préservée sur le champ et les paysages. On a besoin par rapport au changement climatique de cette diversité à l'intérieur des parcelles, et il faudra s'y mettre vraiment de manière forte pour comprendre comment optimiser ces systèmes-là. On a souvent des solutions pensées par les chercheurs. Il est indispensable que ces solutions soient confrontées aux besoins des acteurs. Et puis, vous avez des postures, il faut les connaître. Et voilà, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ces travaux-là. Le collectif Mobidiv, bien sûr, comme j'ai dit, 20 partenaires, ça fait près d'une centaine de personnes sur ces questions de la diversification. Et on est à la moitié du projet, donc on a encore... là, j'ai présenté qu'une petite part des résultats, et on a beaucoup de résultats à venir. Donc bientôt, on communiquera sur ces résultats-là. Merci à tous.
Merci beaucoup, monsieur Ange-Albert. Alors, ça a suscité beaucoup peut-être de questions. En tout cas, il y a 2 étudiants auxquels il a été demandé de venir vous questionner. Donc, c'est Raphaël Minghella, voilà, et Clément Guilloux. Eh ben, vous allez faire les intervieweurs. Les micros sont là, les sièges vous attendent, et c'est parti. Voilà. Ouais. Sinon, il doit y en avoir 2 sans fil, non? Vous n'en avez pas un chacun sans fil, non? Allez-y, mettez-vous à l'aise. Ok, ça va. Ok. Alors, vos questions. Merci pour cette présentation très enrichissante. Donc vous avez présenté diverses façons d'accroître la résilience des systèmes agricoles, notamment avec l'introduction de mélanges variétaux. Et on se demandait, donc, aujourd'hui on fait des mélanges variétaux avec des traits, dont les variétés ont des traits agronomiques complémentaires, mais on le fait avec des variétés déjà existantes. Et donc est-ce qu'on pourrait repenser la sélection variétale pour créer des mélanges de variétés conçues, des variétés conçues pour être en mélange. Et question subsidiaire, dans quelle mesure le progrès génétique sur ces traits pourrait permettre d'augmenter l'overyielding et quelles conséquences sur le rendement? Alors, merci pour cette question vaste. Le premier point, c'est la question de la résilience. Et donc la résilience d'un système agricole ou la résilience d'un système alimentaire, elle se pense à l'échelle du système. Et donc ça, c'est très important de se dire que le levier variétal, même si ça a été très bien dit ce matin, les semences, c'est la base. Il faut les semences, sinon il n'y a rien. Mais c'est quand même dans un tout, et donc notamment dans des systèmes de culture. Donc ça, c'est vraiment très important de se dire que cette résilience-là, elle doit être pensée de manière systémique. Donc, on l'a entendu aussi dans une question ce matin, l'importance de l'agronomie, c'est-à-dire que la résilience, ça va être des nouveaux systèmes de culture pour faire face à des nouveaux enjeux climatiques, diminution d'utilisation des pesticides, diminution d'utilisation de ressources carbonées, émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, il y a de l'agronomie, il y a de la reconception, et donc c'est très important de faire travailler la sélection avec l'agronomie et avec tous les acteurs qui développent des nouveaux systèmes de culture. Là, c'est aussi très important de voir qu'une partie de l'innovation n'est pas dans les mains des chercheurs, elle est dans le paysage, et donc il faut aller voir ce qui se passe. On l'a vu pour les mélanges variétaux ont augmenté en fréquence avant qu'il y ait du conseil sur cette pratique-là. Donc ça c'est très important. Et après, effectivement, il y a la question de qu'est-ce qu'on peut faire en sélection pour ces mélanges. Et donc c'est la question que j'ai abordée là, de l'aptitude au mélange. Est-ce qu'on travaille cette aptitude au mélange? Et donc c'est une question compliquée, parce que la sélection c'est déjà compliqué. Là, il faut travailler des mélanges. On a des méthodes. Il y a de plus en plus de publications qui proposent des méthodes. Il faut savoir qu'actuellement, personne ne fait de la sélection pour les mélanges, même en fourragère, qui est quand même un endroit où on fait des mélanges d'espèces. C'est un travail qui est fait en silo. Alors on a un travail quand même d'assemblage, et on réfléchit les assemblages, mais la sélection n'est jamais faite avec un mélange. Et donc, passer le cap, c'est-à-dire se mettre à sélectionner pour les mélanges en faisant des mélanges, c'est quelque chose de compliqué. Donc on pourra y revenir, mais notamment on peut imaginer du travail chez le sélectionneur, mais aussi du travail post-inscription avec de l'évaluation plus participative. Donc ça, c'est une autre manière de voir les choses. Ce qui est très important, c'est ce que vous dites, c'est qu'on a sélectionné en pur, et depuis des décennies. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'a pas perdu des gènes, est-ce qu'on n'a pas perdu des architectures qui sont maintenant intéressantes dans un mélange? Et moi, l'image que j'ai, c'est par exemple le pois. Le pois, c'est une plante grimpante et qui a un problème de verse en pur. Forcément, il n'y a pas de tuteur. Et donc, on a fait tout un travail sur l'architecture pour qu'elle se tienne à peu près debout, qu'elle ne verse pas. Dès qu'on met des tuteurs dedans, toute cette sélection pour qu'elle tienne debout, c'est le tuteur qui doit tenir debout avec. Donc voilà, ça. Je suis un peu long, c'est ça? Non, allez-y. Moi, je dis rien. Je vous écoute. Et la dernière facette de la question, je me rappelle plus.
C'était dans quelle mesure le progrès génétique sur ces traits pourrait permettre d'augmenter l'overyielding et quelles conséquences sur le rendement? Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que penser overyielding, je pense que c'est très important de se dire maintenant, vu les situations dans lesquelles on est, est-ce que c'est pas mieux de penser stabilité? Et donc, c'est quand même un petit changement de logiciel parce qu'on est tout le temps en train de dire, voilà, il faut que ça soit plus performant. Là, est-ce qu'on est plus stable? Forcément dans des zones de productivité qui sont fortes. On ne va pas lâcher, mais par contre, se dire, est-ce que je suis significativement plus stable, même si je perds en potentiel, sur le temps, est-ce que je suis plus stable et je produis plus? Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et j'ai dit qu'il y avait un projet qui étudiait ça, donc piloté par Arnaud Goffreteau. Il y a vraiment des travaux spécifiques et à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a la sélection, mais il y a aussi tout le processus d'évaluation. Il y a des questions qui se posent au niveau du CTPS pour mettre en valeur ces informations-là. Et post-inscription, il y a énormément de choses à faire. Et pour évaluer la stabilité, il faut regarder longtemps des choses. Donc ça, c'est aussi un autre message, c'est qu'on a tendance à dire, oui, il faut aller très vite, de plus en plus vite. Mais quand on va très vite, on n'évalue plus sur la durée, et donc la stabilité, on ne la voit plus. Donc on observe les accidents, mais on n'a pas eu le temps de vraiment prendre le temps d'évaluer. Donc la sélection actuelle, c'est une sélection sur un pas de temps long. On évalue sur la durée. Quand quelque chose arrive sur le marché, il a fait le test de la stabilité. Donc ça, c'est vraiment une question par rapport à oui, il faut aller plus vite. Ben, attention, il y a quand même un temps minimal avant de diffuser des innovations à grande échelle sur un paysage, quand ces innovations-là présentent un risque qu'on ne maîtrise pas complètement. Merci. Alors vous avez souligné l'importance de la sélection participative et de l'implication des agriculteurs dans le processus. Donc j'ai quelques questions à ce sujet. D'abord, est-ce que vous avez senti une réelle volonté des agriculteurs de se réimpliquer dans le processus de création variétale et comment vous les mobilisez au sein d'une sélection participative? Et une deuxième partie de la question, c'est comment envisagez-vous finalement l'intégration des semences paysannes dans la transition agroécologique et quelle contribution elles pourraient avoir dans la gestion de la biodiversité? Alors, sur la question de la sélection participative, moi je ne travaille pas directement cette question-là, mais dans l'équipe, on a Isabelle Gollringer qui a un programme emblématique sur le sujet depuis une vingtaine d'années, sur blé, et puis ça s'est diversifié sur d'autres espèces. Et donc on a, elle pourrait répondre bien mieux que moi à ces questions-là, parce que elle a été contactée il y a 20 ans par des agriculteurs qui étaient en agriculture biologique et disaient non, nous, quand on prend des variétés élites, ça ne marche pas très bien, on aimerait bien voir avec vous si on ne peut pas développer quelque chose de plus adapté à nos systèmes de culture. Donc là, on revoit l'importance système de culture et sélection et forme variétale. Et donc elle a développé ça avec des agriculteurs, et ces agriculteurs c'est une marge des agriculteurs français, mais ce sont des agriculteurs qui sont passionnés, qui ont effectivement envie de faire ce travail-là. Il y a des agriculteurs qui font du tri, par exemple, et qui ont des machines, et eux, ils sont passionnés de sélection, et effectivement, ils veulent refaire de la sélection, et ils veulent avoir la main sur ce processus-là. Et donc, je pense que c'est une petite part des agriculteurs français, mais par contre, c'est une part importante. C'est-à-dire que même s'il n'y en a pas beaucoup, le fait qu'on ait un travail de sélection participative et des ressources génétiques in situ, complémentaires à celles qui sont travaillées par les sélectionneurs privés, c'est quelque chose qui est vertueux. Donc j'ai essayé de le montrer en disant, oui, sur les maladies, si on a plus de diversité dans les champs, on crible plus vite et on fait apparaître plus vite des génotypes résistants. Donc on peut s'adapter plus vite. Un point qui est très important aussi, c'est que quand on a des ressources génétiques en petite quantité, il faut savoir que pour les utiliser, il faut les multiplier. Et que l'accès à la semence, la multiplication de la semence, c'est un métier. Et ce n'est pas un métier pour rien, c'est difficile et c'est long. Et en fait, quand on sort quelque chose d'une banque de gènes, ce n'est pas utilisable. Il faut tout un temps pour le multiplier. Quand vous avez des ressources qui sont déployées avec une quantité qui est un peu plus forte, vous réagissez aussi plus vite à ces stress-là. Donc il y a aussi une réflexion sur la multiplication et l'accès
aux semences. Donc ça, je pense que c'est très important. Et un dernier point, c'est que il y a la résistance aux maladies, mais il y a ces nouveaux traits d'association en mélange. Et donc, si vous avez des ressources génétiques dans des nouveaux systèmes de culture, vous pouvez voir apparaître des nouvelles architectures de plantes qui sont intéressantes. Et après, tous les outils de la génétique moderne sont utilisables dans ces systèmes-là. Donc, l'image un peu voilà, idéale, et on en est loin, ça serait qu'on ait deux domaines de génétique, qui est in situ et la sélection privée, et qui soient en bonne entente et qui échangent. Et il y a des échanges. Hein. Je veux dire, en sélection participative, c'est souvent qu'on va faire des croisements et on va prendre des variétés qui sont des variétés modernes, parce qu'on sait qu'il y a du gain génétique, et ça se fait. Donc c'est juste pour dire que ces échanges-là seraient aussi vertueux. Il y avait une question sur les semences paysannes, la deuxième partie de la question. Quel rôle, c'est ça, vous avez dit, dans ce mouvement qui pourrait se mettre en place? Quelle place pour les semences paysannes? C'est bien ça la deuxième partie de votre question? Je fais juste un petit écart sur le matériel hétérogène biologique. C'est juste pour dire qu'il y a de nouvelles formes variétales et ça évolue. Et c'est pour dire que le système d'inscription, les systèmes semenciers évoluent. Ça, c'est quelque chose qui est parti de l'Europe, mais qui a été traduit au niveau français depuis le début de l'année. Et donc, on a la possibilité de commercialiser des populations. Et donc, jusqu'à présent, ce n'était pas possible pour un certain nombre d'espèces. Et donc, là, il y a quelque chose qui va se passer, qui pas des semences paysannes, mais on a des populations qui vont pouvoir évoluer dans le temps. Donc ça peut contribuer aussi à des adaptations climatiques ou des adaptations à des nouveaux systèmes de culture, dont les mélanges. Et après, tout ce qui est sélection participative, c'est ce que j'ai dit, potentiellement, à partir du moment où on a des ressources génétiques qui sont observées, sélectionnées, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas cité, mais le topo de Clément qui était très intéressant sur ces nouvelles pratiques de sélection, on peut avoir des progrès génétiques avec d'autres acteurs et avoir des ressources utilisables soit telles quelles, soit en croisement après dans des programmes de sélection privés. Donc je pense que c'est vraiment une partie de l'activité de sélection qui est vertueuse dans un futur où on a de plus en plus d'incertains. Est-ce que vous avez une autre question? Bien sûr. Dans votre présentation, vous avez imaginé quelques transformations de la filière semence, en particulier sur la résilience des systèmes agricoles. Et concrètement, quel rôle on pourrait avoir de la part des politiques, et donc les politiques qui vont faire des politiques socio-économiques pour mener à bien ces objectifs? Et question plus technique, mais qui va dans le même sens, est-ce que vous pensez qu'il y a une place, et si oui, laquelle, pour les NBT dans cette transition? Ok, question épineuse à la fin, mais peut-être que j'aurai pas le temps de... C'est comme vous voulez, mais je crois qu'on peut le mettre sur la table. Moi, sauf si ça vous gêne, donc, mais sinon on peut le mettre. Dans Mobidiv, il y a vraiment un groupe, Aline Fugeret-Scarbel, Stéphane Lemarié, tout un groupe de collègues qui sont en sciences humaines et sociales, qui sont économistes ou scientifiques de la gestion, qui s'intéressent à ces questions de politique, d'organisation des filières. Et effectivement, ça change la donne, mais comme on l'a vu, il y a des évolutions qui se font là au niveau des formes variétales autorisées. Donc, on peut dire qu'on est quand même dans un système, moi je trouve, alors je suis un peu partie pris parce que je contribue au conseil scientifique du CTPS, mais il y a des instances qui sont assez participatives, où on a des sélectionneurs, des chercheurs, des acteurs de certaines filières, et des échanges qui permettent effectivement de faire évoluer les systèmes d'inscription. J'ai parlé d'un verrouillage, mais les systèmes évoluent et donc on a des sections qui font évoluer les règles d'inscription, prise en compte de la résistance aux maladies, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui tire le progrès génétique dans un sens qui est plutôt vertueux. Est-ce que ça va assez vite ? Ça, je ne sais pas, mais et il y a d'autres politiques. Par exemple, il y a les certificats d'économie de produits phytosanitaires, les CEPP. Et bien là, c'est pareil. Dans Mobidiv, on est en train de réfléchir aux CEPP qui pourraient favoriser l'utilisation
de mélange d'espèces et de mélange variétaux. Donc il y a différents outils à mettre en place et effectivement il faut que ça aille assez vite. Mais je trouve que on a des évolutions là ces derniers temps plutôt favorables et qui ouvrent les perspectives sur les formes variétales et la manière de les travailler et de les sélectionner. Pour les NBT, pour l'édition du génome, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait du temps long aussi pour certaines choses, mais je vais m'appuyer en fait sur le travail qu'on vient de faire. Il y a un rapport, une saisine du CTPS, donc je suis dans le conseil scientifique du CTPS. Julie aussi, il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là. On a eu tout un tas de conclusions. C'est une opportunité, effectivement, on peut créer des choses très intéressantes. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à la modification de résistance, et je pense que ça fait partie des choses qui sont accessibles et qui présentent un risque vraiment ultra limité. Mais on a mis en avant un point très important, c'est que quand on fait de l'édition, on va changer des fonctions et ces fonctions-là, il faut les évaluer. Et donc l'édition, c'est un changement de fonction à un moment donné et cette fonction-là, quand on la regarde, il faut l'évaluer pour voir quel est son risque. Et son risque, il est systémique, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement sur la modification, il est sur l'utilisation qui peut en être faite de la modification. Et cette utilisation-là, ça c'est classique, hein, les outils sont souvent détournés de leur utilisation, donc il faut intégrer. L'utilisation par la plante ou par l'acteur? Non, pardon, l'utilisation par l'acteur. Hein. L'utilisation de la variété, de l'innovation dans la filière. Et donc il y a des choses qui sont très vertueuses sur le papier, mais qui en utilisation à grande échelle posent des problèmes. Et donc ça, on a vraiment... On était de différentes origines, des sélectionneurs privés, des chercheurs. On était tous d'accord sur le fait que ce point-là, la fonction était très importante. Si vous regardez la proposition de réglementation qui est actuellement sortie au niveau européen et qui est en discussion jusqu'à la fin de l'année, ce qui ressort, c'est qu'il y a une classification NBT1, NGT, voilà. Et cette classification NGT1, la classification NGT2, c'est OGM, c'est-à-dire on évalue tout et on fait très attention à ce qu'on fait. NGT1, c'est vous êtes dans de la mutation naturelle, allez-y. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de nos conclusions, c'est-à-dire que vous faites certaines modifications, et ça Fabien Noguet l'a déjà dit aussi, on peut modifier très peu d'éléments et changer complètement la fonction, ou à l'inverse, faire de nombreuses modifications, mais pas changer la fonction. Donc cet axe de la fonction, pour moi, est vraiment très important. Et donc, moi, je pense que voilà, ce texte-là est dangereux. Et l'autre point qui est très important, c'est l'impact, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est l'impact sur l'accès, sur le droit et l'accès aux ressources génétiques. C'est-à-dire qu'on a un système de COV où on a l'autorisation de recroiser toutes les variétés. À partir du moment où on a un brevet sur les NBT, ça verrouille complètement le système. Et donc ça, je pense qu'il y a un consensus qui va monter là-dessus. Je ne sais pas s'il se fera entendre, mais en tout cas, il y a un gros problème de propriété intellectuelle et d'accès aux ressources génétiques et de verrouillage et derrière des conséquences sur la filière. Je ne l'ai pas dit, mais de la diversité en espèces, de la diversité en variétés, c'est de la diversité en acteurs. Et donc c'est une diversité d'acteurs privés, des petits, des gros sélectionneurs avec différentes collections. Les collections des sélectionneurs privés, c'est une ressource qui n'est jamais quantifiée. Quand une maison de sélection ferme, on perd ces ressources génétiques-là. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est un bien commun qui disparaît. Et bien ça, c'est absent. Cet impact sur la filière semence est absente actuellement de ces textes et c'est regrettable. Une dernière question ? Alors, comme dernière question, on voulait vous demander quels sont finalement les principaux livrables du projet, donc par exemple des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs ou de création variétale, et quelles applications concrètes vous envisagez ?
Alors si je prends par un peu plus facilement pour moi par grand volet du projet, on a un premier volet qui est vraiment sur les dynamiques de diversification au niveau du paysage. Donc c'est ce que j'ai montré là avec la thèse d'Elodie Yann. Et ben on a une analyse de ces dynamiques-là et on peut quantifier en fait comment certaines pratiques contribuent à la baisse d'utilisation des pesticides et donc orienter à la fois les recherches du projet, mais aussi orienter certains développements en agronomie, sur ces endroits-là où on fait le plus d'économies. Donc ça, c'est pas que nous, je veux dire, l'ensemble de ceux qui travaillent sur le réseau Défi pensent comme ça, et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais nous, on aura un livrable qui est, en fait, ça apporte quoi, cette diversification-là, en termes de baisse d'utilisation des produits phyto. Et est-ce qu'on peut se projeter sur du zéro phyto avec ces solutions-là ? Le deuxième point, c'est un point qui est sur la compréhension des interactions plante-plante. Il y a deux volets. Il y a, je l'ai dit, des équipes qui travaillent en modélisation, en écophysiologie. Et donc là, il y a des outils qui commencent à être très performants. Et on peut imaginer avoir des outils qui à la fois permettent de mieux comprendre les idéotypes et de prévoir un petit peu les types variétaux à assembler. On a deux variétés, on va dire, tiens, je connais les traits de ces variétés, ça va donner quoi en mélange par simulation, donc à améliorer cette vision-là des mélanges. Et puis, il y a des modèles plus complexes qui intègrent les systèmes de culture. Donc là, on va modéliser la variété, le mélange de variétés et le système de culture. Donc ça c'est des systèmes, par exemple, qui sont développés à Dijon. Et puis l'autre volet l'autre sous-partie de ce volet, c'est quels sont les gènes importants pour les interactions entre plantes et l'immunité. Et donc là, on a quelques gènes candidats et on pense avoir un certain nombre de points d'attention, plus des méthodologies pour dire on peut repérer les gènes qui sont importants, quels sont ces gènes-là, quelles sont les molécules échangées et qu'est-ce qui fait qu'on est bénéfique dans les défenses des plantes ou au contraire, on affaiblit la plante en défense. La partie 3, dans le projet, c'est une partie qui évalue un certain nombre de solutions au champ. Et donc là, on va pouvoir vraiment dire ça a été efficace sur la durée dans le projet. Le projet dure 6 ans. On a un certain nombre d'expérimentations connectées. Donc là, on va pouvoir dire ça marche bien, ça, c'est compliqué. Et donc, on a des exemples où ça marche bien, on a des exemples où c'est compliqué. Par exemple, on a des expérimentations où on a du blé avec de la luzerne. Il faut vraiment travailler la luzerne pour qu'elle ne mange pas le blé. Et donc il faut trouver des idéotypes de luzerne qui permettent cette coexistence-là. Et il y a le volet 4 qui est sur la sélection. Donc là, je vous ai montré qu'on avait des outils de sélection et on va continuer à proposer des outils de sélection, faire des formations aussi dans le cadre du projet pour les sélectionneurs à ces méthodes-là et aussi coupler la modélisation et la sélection. Donc ça, c'est un point très important. Et le dernier point, c'est les politiques publiques, on en a parlé. Et j'en ai pas parlé du tout, mais un point vraiment très important qui est travaillé par nos collègues, c'est le financement de la recherche. Comme je l'ai dit, il y a un verrouillage, on investit sur les espèces dominantes et on néglige les espèces orphelines de sélection ou on néglige les systèmes de culture qui ne sont pas dominants sur le paysage. Alors qu'on a besoin de développer ces systèmes marginaux. Et donc, il faut réfléchir à un système de financement qui permette l'investissement sur ces secteurs-là. Et donc ça, c'est une réflexion que nos collègues de Gaël ont et qui n'est pas évidente, mais on espère aussi avoir des solutions sur ces questions importantes parce qu'il faut rémunérer la recherche. Et sinon, ça ne marche pas. Merci beaucoup, Monsieur Ange-Albert. Je crois qu'on peut l'applaudir, ainsi que vous deux, Clément et Raphaël, pour vos questions. Merci beaucoup.